Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley est avec nous ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment bonjour tu vas ce matin? Je vais très bien. Bon, tu as la forme. Ouais, on peut dire. Tu as la santé. Ouais. D'accord, ok. Alors, Dieu fait grâce. la concertation politique est terminée. Oui, la Je concertation. pense que c'est l'actualité principale de la politique en ce moment dans le pays. Exactement, c'est l'actualité Hormis principale. la naissance du 102e parti politique. Oui, effectivement, c'est la principale actualité politique du moment, notamment parce qu'elle a quand même été au cœur de la vie politique depuis pratiquement 10 jours. Vous savez que la concertation politique a été lancée par le chef de l'État le 13 février. Et les délégués de l'opposition et de la majorité à parité, 40 pour chaque camp, avaient le devoir de pouvoir s'appesantir sur les questions proprement politiques et électorales durant cette concertation. Est-ce que tout le corps politique était d'accord pour aller à cette concertation? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à la base, comme je le disais, l'ambition, c'était de discuter de tous les points en rapport avec la politique et les élections. Et évidemment, chacun d'entre nous a pu suivre l'actualité durant le dernier trimestre de l'année dernière, donc de 2022. Et tous les acteurs politiques avaient à cœur de pouvoir amener le chef de l'État à convoquer une concertation. Et il y a quelques temps encore, je rappelais que cette initiative avait été celle lancée déjà par Feu Guy Samadioga, qui était le président du Bloc démocratique chrétien et qui avait pour ambition de pouvoir faire en sorte que les Gabonais, dans leur grande diversité en termes politiques, se retrouvent, discutent de comment arriver à créer un environnement propice à un épanouissement au lendemain des élections, du moins à une stabilité au lendemain des élections, parce que chacun d'entre nous a encore en esprit ce qui s'est passé en 2016, après évidemment la proclamation des élections présidentielles. Il y a eu une crise post-électorale et qui a entraîné de nombreux dommages, aussi bien pour des personnes que pour un certain nombre d'infrastructures. Et cela a été traduit comme étant la manifestation d'une certaine colère au sein de la population, la manifestation d'un certain mécontentement de la part des populations ou encore des Gabonais qui estiment que la manière avec laquelle le pays est géré aujourd'hui ne correspond plus aux idéaux qui sont les leurs, du moins aux ambitions ou prétentions en termes de développement qui sont les leurs, développement économique, politique et social. Donc, à partir de là, il y a eu d'abord un premier appel allant dans le sens de pouvoir calmer, on va dire, les ardeurs des uns et des autres, merci. Calmer les ardeurs comme dans l'hymne national. Calmer les ardeurs des uns et des autres, parce que au sortir de 2016, le pays était complètement divisé. Soit vous étiez du camp de la majorité ou vous étiez du camp de l'opposition, quoique il y ait même l'expression d'un certain centre. Par exemple, des personnalités telles que Raymond Donsima se sont toujours, depuis sa sortie du gouvernement et son départ du Parti démocratique, il s'inscrit résolument dans la logique du centre. Mais cette attitude, on va dire, ce positionnement n'est pas accepté aujourd'hui au Gabon, aussi bien par la loi que par les Gabonais. Donc, ça s'est beaucoup plus cristallisé avec l'élection de 2016, à telle enseigne que quand vous preniez la parole, on vous cataloguait soit d'appartenir à la majorité ou d'appartenir à l'opposition selon que votre discours serait plus ou moins conciliant pour X ou Y position. Donc à partir de cet instant, il y a eu le besoin, je crois que les autorités avaient senti elles-mêmes le besoin de créer un climat d'apaisement et avaient convoqué le dialogue politique d'Angondjé. Et lors de ce dialogue politique d'Angondjé, il était question que toutes les expressions nationales, aussi bien de la scène politique, sociale, économique, se retrouvent pour discuter de l'orientation qu'il fallait donner à l'État ou à la gestion de l'État ou encore au pays pour qu'on n'arrive pas au point de non-retour. Le point de non-retour ayant toujours été d'ailleurs le fameux spectre d'une guerre civile ou des violences qui entraîneraient une déstabilisation des institutions. Donc à ce moment, on a eu ce dialogue politique d'Angondjé où des acteurs politiques de tous bords
de toute de toute classe sociale ont eu la possibilité de pouvoir s'exprimer. Il en a sorti un certain nombre de recommandations, notamment on parlait de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement d'ouverture. D'ailleurs, on a pu enregistrer au sortir de cette concertation l'entrée au gouvernement de Bruno Ben Moubamba, dans l'exécutif de Pierre Claver Manganga Moussavou comme vice-président, Moubamba comme vice-premier ministre. On a eu l'entrée de Mengame Sono, on a eu Manganga Moussavou et plusieurs autres acteurs qui étaient de l'opposition, qui ont été des fins soutiens même de Jean Ping, qui sont allés à cette concertation. On a par exemple Eyore Dzan, Jonathan Toutoum, qui avaient pris sur eux avec René Ndemezo, pourtant ancien directeur de campagne de Jean Ping, de pouvoir aller à cette concertation parce qu'ils pensaient à ce moment-là qu'ils avaient des choses à revendre, des choses à faire entendre et qu'il fallait s'ouvrir. Donc cette concertation a tenu lieu à ses assises et elle a sorti d'abord cette première orientation, la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Ensuite, il y a eu l'expression de le retour à un scrutin à 2 tours. Il y a eu la révision de la date de prétention pour les postes électifs. Il y a eu la recommandation sur la parité dans les choix des candidats pour les élections. Autant de nouveautés qui ont été quand même greffées à, on va dire, à l'agenda politique de l'État. Donc, à ce moment-là, on est arrivé, certaines mesures ont été prises en compte avec une modification constitutionnelle qui avait été suivie en 2018, je crois janvier 2018, j'ai encore bonne mémoire. Et malgré cela, le clivage persistait. Parce que la CNR, qui est la coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping, continuait dans son attachement à la revendication de la victoire de Jean Ping. Et à ce moment-là, le clivage s'est perpétué à tel point qu'aujourd'hui, on a pu constater que ce n'était pas aussi serein qu'on le pensait. Et que peut-être aussi c'est du fait que tous les accords qui avaient, du moins toutes les recommandations qui avaient été prises à Ngondje ou encore soumises à Ngondje n'ont pas trouvé des issues favorables, notamment pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait véritablement un apaisement, parce que vous aviez encore des acteurs politiques de l'opposition comme le président de l'UNAF, Thierry Dajandieu Kombila, et tu te rappelles encore un tranchus de l'Union nationale, Jean-Pierre Roux, que nous recevions à cette période-là, qui revendiquait on va dire, la poursuite des travaux en ce qui concerne le comité de suivi. Mais le comité de suivi des sorties des accords d'Angondje n'a presque pas siégé. Dès qu'on a eu la distribution des postes entre ceux qui sont partis à la concertation, on n'a plus eu de comité de suivi qui travaillait réellement. Et il y a eu souvent cette piqûre de rappel de la part de Thierry Dajandieu Kombila. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette nouvelle concertation, eh ben, il n'y a rien eu à part les quelques points que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, par la suite, on est dans une situation où, avec l'élection présidentielle, les élections générales qui arrivent, mais également tenant compte de la situation de climat délétère qui règne dans l'environnement politique, et même, on peut prendre aussi en compte l'état de santé du chef de l'État, eh bien, puisque le Premier ministre lui-même a reconnu lors de la déclaration de politique générale que l'état de santé du chef de l'État a eu quand même un impact sur le fonctionnement normal de l'État. Et à ce moment-là, il y avait ce besoin-là de pouvoir finalement organiser une nouvelle concertation qui permettrait aux uns et aux autres de s'asseoir, de discuter sur les modalités pratiques qui doivent conduire à l'organisation d'une élection apaisée et qui pourrait permettre à ce que la période post-électorale qui viendra se passe dans de meilleures conditions et que chacun ou chacun soit en mesure soit de reconnaître on va dire, de manifester par rapport à sa victoire ou encore de s'exprimer par rapport à l'éventualité d'une défaite. Donc, nous sommes à la concertation politique, la 3e du genre. On va dire depuis Ali Bongo, la 2e du genre. D'accord, avec les accords d'Angondje. Voilà, avec les accords, le dialogue politique d'Angondje. D'accord. Et le cadre
Ils ont fait les accords où? Ils ont fait la concertation. Alors, pour cette concertation, il y a eu le lancement à la présidence de la République. Ensuite, c'est l'esplanade ou le parvis du ministère de la Défense qui a servi de lieu. On y a dressé des tentes pour pouvoir accueillir les délégations. Est-ce que l'environnement était cool? Il y avait la clim, il y avait le petit déjeuner. Éventuellement, Est-ce qu'il y avait tout? C'est peut-être toutes les commodités. Ce qu'on ne saura pas peut-être clairement derrière cette organisation. Les travaux commençaient de quelle heure à quelle heure? Les travaux ont commencé le jeudi 15, je ne me trompe pas, le jeudi 15. Et non, le jeudi 16. Donc, le jeudi 16 et ça partait du matin à pratiquement 19h, 19h30. Ah, mais donc il y avait toutes les parfois commodités. Parfois 20h. Il y avait toutes les commodités. Est-ce que c'est possible d'avoir une analyse sur l'essentiel des recommandations et des propositions? Non, on en arrive. On va arriver. Non, oui, René ne va pas vite en besogne. Donc, ce que je disais, c'est il faut d'abord savoir si chacun... Attends, il faut d'abord savoir si tout le monde était content, était à l'aise pour réfléchir à l'avenir politique du donc, pays. Tout le cosmétique était planté, petit déjeuner. Comme tu dis souvent, la feuille de route était au rendez-vous. La feuille de route était au rendez-vous. La feuille de match. Les tentes étaient climatisées, il y avait l'Internet, les gens avaient les ordinateurs. Ils ont bien mangé. La feuille de match était au rendez-vous. Maintenant, peut-être ce qu'on ne saura jamais peut-être, ou bien qu'on saura plus tard, ce sera peut-être le cours de cette concertation. Mais non, il faut qu'on sache. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu la feuille de route, la feuille de match. Donc, il fallait 40 personnes par représentation. Alors, au départ, dans l'annonce du chef de l'État, au moment de la cérémonie d'ouverture, on avait indiqué 30. Le chef de l'État avait indiqué 30 délégués par camp politique, donc 30 dans la majorité, 30 dans l'opposition. Sauf que par la suite, il y a eu une situation où l'opposition était mécontente du nombre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des oppositions. Il n'y a pas qu'une opposition, il y a des oppositions. Et dans ces oppositions, chaque leader ou chaque acteur veut souvent partager sa vision des choses. Donc, à ce moment-là... C'est normal, c'est la démocratie, il faut s'exprimer. Nous sommes dans le pluralisme politique. Et c'est de bonne loi que toutes les expressions politiques dans notre pays se retrouvent lorsqu'il y a une concertation. Surtout que dans l'opposition, aujourd'hui, on compte à peu près une 60aine de partis politiques. D'accord. Donc, à ce moment-là, avoir 40 délégués, avoir 30. Avoir 30 au départ, c'était peut-être insuffisant. Donc, arriver à 40 délégués, ça commence à aller au-delà du quorum. On est au-delà du quorum, ça fait la moyenne plus 10. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation où... chaque parti était venu avec 40 ou bien on a scindé Non. En deux clans. Le clan de l'opposition et le clan de la majorité. Il y a eu 80 en tout. 80 délégués en tout. 40 pour la majorité, 40 pour l'opposition. D'accord. Voilà. Okay. Donc, chaque expression était... c'est vrai qu'il y a des partis qui avaient 2 représentants, mais l'ambition était vraiment de pouvoir permettre à ce qu'il y ait l'expression de tout ce qu'il y a comme formation politique dans notre pays. Donc, le président lance les travaux le 16 à la présidence. Le 13. Le 13 à la présidence de la République. Et quelques temps après, le lendemain, certains hiérarques de l'opposition décident de ne pas participer. Oui, ils n'ont pas décidé de ne pas participer parce qu'il y a eu des corrections entre-temps. Ils ont décidé de se retirer. D'accord, mais c'est ça, ils ont décidé de se retirer. Oui, ils ont décidé de se retirer. Donc, ce n'était pas un départ définitif. Voilà. C'était une feinte. C'était une façon pour eux de marquer leur mécontentement. D'abord, parce que, pour ce qui concerne, par exemple, Pierre-Marc Claver, Manganga Moussavou, malgré le fait que, dans le camp de l'opposition, pour la représentation en termes de coprésident, il n'a pas eu les suffrages de toutes les partis, donc de tous les délégués. L'élection s'est passée, il y a eu 3 tours d'élection pour pouvoir décider de qui va conduire la délégation de l'opposition. L'opposition, le numéro 1. Et à chaque fois, c'est Akouré Davin qui est sorti en tête. Après, il y a eu Louis Gaston Maïla et Bonaventure Nzingo Mafumbi, qui étaient les 3 qui ont été élus. Pour l'opposition. Pour l'opposition. Mais pour en qualité de coprésident. Pourquoi on parle trop de l'opposition? Co-vice-président. Pourquoi on oublie la majorité? La majorité aussi. La majorité également a eu,
procéder au choix. La majorité a déjà ça la, fait quoi, le match. la concertation, là, c'était pas une concertation de l'opposition. Non. C'était une concertation politique. Oui. Donc, pourquoi on oublie trop la majorité dans Mais la ça? majorité Parce est qu'on déjà sent- structurée. La parce majorité qu'on est déjà sent- on structurée. sent- Ah, c'est ça que tu crois. Parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion parce que quand on voit la majorité, on voit le camp au pouvoir. Oui. Le camp d'en face. Ce qui sous-entend que dans l'esprit de ceux qui analysent, le camp de la majorité devrait déjà avoir un coup d'avance sur les autres par rapport à la structuration, Non, à parce que le camp l'organisation. de la majorité, c'est pas seulement le PDG. Oui, il y a mais- des partis mais- qui font partie de la majorité présidentielle. Effectivement. Quelle était leur démarche? Ce qui est sûr, c'est que le Parti démocratique gabonais était plus représenté dans le groupe devant représenter la majorité. Donc, le parti gabonais a fait la force. Le PDG s'est imposé comme d'habitude aux autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le style d'énonciation des participants, on a pu remarquer qu'il y avait une différence lorsqu'il s'est agi de citer les délégués de la majorité et de l'opposition. Lorsqu'il s'est agi des délégués de l'opposition, le ministre d'État, le ministre Lambert Mata, prenait le soin d'indiquer leur formation politique d'origine. Or, lorsqu'il s'est agi de la majorité, il s'est contenté simplement de donner des noms. Ce qui traduirait, d'après ce que j'ai entendu aussi, dans une discussion sur un forum, une discussion ouverte, un live sur Twitter, et il y a Paul-Marie Ngondu qui disait que dans la majorité, il y a eu également des dissensions par rapport au choix des délégués. Mais comme ils sont dans l'esprit de la discipline et l'apanage du bon militant, donc on n'a pas ressenti en extérieur ces remous. D'accord. Mais c'était clair que par rapport au statut des uns et des autres au sein de la majorité, le Premier ministre ne pouvait être que le coprésident de la concertation, étant donné que lorsqu'il s'est agi du dialogue politique d'Angondje en 2017, c'est Franck Emmanuel Issozengoné de triste mémoire qui était évidemment le chef de délégation de la majorité. D'accord. En sa Donc qualité les de travaux Premier se sont ministre. passés dans de bonnes conditions. On vient maintenant aux conclusions puisque les Oui. travaux sont terminés. Le président a reçu un rapport. Oui. René Ruth voulait savoir quelles sont les conclusions majeures. Alors, les conclusions majeures ici, il y a deux choses. Il y a d'abord la mise en application René Ruth, écoute. Hein. de la volonté du président de la République. Le président de la République, dans son discours d'ouverture, il avait indiqué aux panélistes, du moins aux délégués, que pour lui, il entendait procéder à l'harmonisation des mandats politiques, notamment la réduction de leur durée. Vous savez que par le passé, le chef de l'État était élu pour 7 ans, les sénateurs sont élus pour 6 ans, les députés pour 5 ans. Ce qui faisait qu'on avait un agenda quand même assez compliqué, il y avait presque des élections tout le temps. Donc là, il a choisi d'organiser, du moins d'harmoniser les mandats politiques pour arriver à une situation où tous les mandats auront désormais une durée de 5 ans. Donc c'est ce qui a été évidemment admis en consensus, par consensus, par l'opposition et la majorité lors de la concertation politique, dont désormais le président de la République, les sénateurs, les députés et les élus locaux auront désormais des mandats de 5 ans. Ce qui sous-entendrait en filigrane qu'on aura désormais l'organisation des élections au même moment. Parce que sauf si maintenant après, avec ce qui pourra se passer comme, on va dire, mise en place des normes juridiques, on pourra peut-être décaler. Mais ce qui est sûr, dans l'esprit, s'il y a des élections générales en 2023, c'est que dans 5 ans, on aura encore des élections générales. Peut-être on aura désormais, chaque 5 ans, chaque quinquennat, on aura l'organisation d'une élection. Ouais, puisque tous les mandats vont finir en même temps. Exactement. Ensuite, il y a eu la non-limitation des mandats qui a été maintenue. Parce qu'il faut savoir que c'est une revendication de longue date de l'opposition depuis qu'on a mis de côté les accords de Paris. Même le dialogue de la concertation d'Angondje d'Arambo n'avait pas trouvé l'issue favorable à cette question de limitation de mandat. Elle a été maintenue, mais aussi le retour au scrutin uninominal à un tour. D'accord. Donc, vous savez que l'élection présidentielle, c'est un tour. On va revenir. Toutes les élections vont désormais
on va désormais avoir un seul tour. Donc il n'y aura plus le 2 tours comme on a pu le connaître. C'est une en recommandation 2018. C'est une recommandation de la concertation politique. Après, il y a eu des changements tels que la révision des cautions. Par exemple, le chef de l'État, pour prétendre au poste de chef de l'État, il fallait verser une caution de 20 millions. Ils ont proposé de descendre à 10 millions. Pour être député, il fallait verser une caution de 500 000. Là, elle descend à 350 000. Pour être élu local, il fallait verser une caution de 250 000. Là, elle descend à attends. L'élection locale, c'est des 350 Voilà, c'était à 250. 350 000 avant. Là, maintenant, c'est 250 000. Ensuite, il y a un certain nombre de réformes sur les âges de prétention pour briguer les mandats. Vous savez que depuis le dialogue Petit Dangondier, on disait que lorsqu'on a 18 ans, on peut désormais postuler pour le poste de président de la République. Ça a été revu. Ils ont proposé de ramener la prétention, cette prétention d'âge pour briguer le suffrage universel en ce qui concerne la présidence de la République à 30 ans. Ouais, c'est bien pensé. Ensuite, vous avez tous les autres mandats qui peuvent arriver. Évidemment, il faut avoir un âge suffisamment, on va dire, assez intéressant. Pour 25 ans, c'était depuis pour les députés. Bon, là, ça a été revu. Les sénateurs, par exemple, tu te rappelles qu'on a eu la situation du sénateur du canton qui est décédé et qu'il fallait le remplacer. Et il y avait une situation de discussion entre est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui a 40 ans révolu ou son suppléant. Ou son suppléant qui avait moins de 40 ans. Là, je crois que l'apport du moins une réponse a été donnée par la concertation. Désormais, pour prétendre au poste de sénateur, il faut avoir 35 ans. D'accord. Donc, il ne sera pas sénateur. Peut-être. Non, là, on va aux élections. Là. Ah, on va aux nouvelles élections. C'est évident que ce poste-là, ils l'ont mis de côté. C'est là. Mais c'est une des principales recommandations aussi. Mais il y a aussi d'autres situations qui n'ont pas trouvé, évidemment, de consensus et qu'on a remis à l'appréciation du comité de suivi parce qu'il faut savoir que il y aura un comité de suivi. Le chef de l'État a promis la mise en place d'un comité de suivi pour l'application des recommandations, surtout qu'il s'est également engagé à pouvoir traduire en acte juridique, donc en loi, l'ensemble, et il a bien répété, l'ensemble des propositions qui ont été faites par la concertation. Donc à ce moment-là, il faudra mettre en place un comité de suivi qui devra plus ou moins s'assurer de ce qu'il y ait évidemment tout ce qui rentre en compte, dont tout ce qui a été proposé, soit pris en compte dans la mise en place des lois et des règlements qui suivront par après. Mais en ce qui concerne le comité de suivi, il aura pour mission, déjà il sera un comité paritaire, pour s'assurer de l'extension de la biométrie sur l'ensemble du processus électoral. Il va également jeter un regard sur le statut de l'opposition, parce qu'il faut savoir que l'opposition, dans cette concertation, a quand même proposé d'avoir un statut pour pouvoir, évidemment, savoir à qui on s'adresse lorsqu'il y a une situation X ou Y. D'accord. Ensuite, il y a le redécoupage électoral et administratif. Tu en parlais. Je te l'avais, on avait eu cela dans la discussion, qu'il fallait aujourd'hui repenser le redécoupage électoral et territorial de notre pays. Mais il y avait une affaire qui circulait qu'on voulait désormais que le président soit élu par le Parlement. Oui, ça semblait d'abord comme on va dire des ragots ou encore des rumeurs. Excuse-moi, monsieur, le découpage administratif, ce sera bien avant les élections présidentielles ou bien il n'y a pas encore de date fixe? Bon, comme ce sera traité en ce qui concerne dans le cadre du comité de suivi, il faut d'abord qu'il y ait la mise en place de ce comité. Est-ce que ça va se faire incessamment? Est-ce que d'ici la semaine prochaine, le gouvernement pourra décider en conseil des ministres de la mise en place, déjà pour entériner les différentes recommandations et de la mise en place du comité de suivi? Est-ce qu'on pourra avoir une période bien déterminée, précise, qui soit de nature à pouvoir rassurer les panélistes, dont les délégués, mais aussi la classe politique dans sa grande majorité, pour traiter de ces questions-là, parce que la question du redécoupage électoral n'est pas anodine. Vous avez des zones entières qui sont
vous avez des députés qui sont élus avec des suffrages exprimés à plus de, on va dire, 2000, 5000 électeurs, et d'autres qui sont élus avec 300 électeurs. Donc à ce moment-là, oui, dans notre pays, il y a des gens qui sont élus avec 300, 500 électeurs. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une justice électorale. Il faut bien qu'on arrive à une situation où des cantons comme le canton Wole, qui se retrouvent entremêlés entre 4 routes avec une trentaine de villages, donc qui signifierait qu'on a à peu près une dizaine ou une quinzaine de bureaux de vote, avec en prime, quand on sait qu'au Gabon, un bureau de vote, c'est un minimum 500 électeurs, ça sous-entend qu'on doit quand même revoir, par exemple pour le Nord, il n'est pas... de comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui... Tu prêches pour ta chapelle. Ou bien tu n'as pas de chapelle. C'est pas ma chapelle. C'est quoi le nom de l'église? Je suis pas... Donc, Mosley, quelle est la suite des événements? La suite des événements, c'est... ta chapelle. Non, je ne prêche pour aucune chapelle, mais j'éclaire pour faire comprendre. La suite des événements, J'y arrive. Terminons rapidement. Donc, à ce moment-là, il faut savoir qu'on a besoin aujourd'hui d'une représentation de proximité, pas d'une représentation écartelée, où vous avez des gens dans certains cantons qui se retrouvent à majorité sur une route, et vous retrouvez un village qui se retrouve isolé dans une région qui n'a rien à voir avec l'ensemble des autres villages. Vous pouvez prendre par exemple le canton Nié ou le canton Kié, où on retrouve par exemple le village à Djebikat qui est sur la route pour aller à Bitam, qui est sur la route Goutlonné à Djebikat. Voilà. Alors que le reste du corps, on va y arriver. Mais il faut que les gens comprennent. Je ne peux parler que de ce que je maîtrise le plus. Donc il faut qu'on soit en mesure de pouvoir régler ces incohérences. Ça, Djebikat est un député. Oui, pour conclure, il est exactement. Maintenant, la suite, c'est qu'on va arriver à une situation où, finalement, le chef de l'État doit, comme l'a si bien dit Akure Davin dans son intervention pendant la cérémonie de clôture, doit pouvoir arriver à prendre sur lui de conjurer le sort. Conjurer le sort, c'est de pouvoir démentir l'ensemble des acteurs ou encore de l'opinion qui a pensé ou qui pense que ce n'est qu'une rencontre politique de plus, et que celle-là, elle ne sera pas aussi élogieuse du moins plus élogieuse que les autres, et que les conclusions qui sortiront ou qui sont sorties de cette concertation subiront le même sort que les accords de Paris, l'accord politique d'Angondje, la rencontre d'Arambo, et qu'est-ce que j'en sais? Et que sais-je? Et que sais-je, voilà. Et tout cela doit pouvoir amener le chef de l'État, parce que c'est quand même un engagement solennel qu'il a pris lors de son discours de clôture, de traduire réellement toutes ces recommandations en loi, pour permettre à ce qu'il y ait véritablement un apaisement. D'accord. C'est vrai, pour certains, ce n'est pas des avancées, parce que dans l'esprit de d'aucuns, on serait dans un recul démocratique du fait qu'on ait choisi, du moins qu'ils aient choisi le retour au scrutin uninominal à un tour, mais cela ne pose pas en soi un réel problème, quoique il faut maintenant travailler à pouvoir, dans les deux camps, convaincre les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour conjurer la question de la légitimité, du moins, parce que ce qui pose souvent problème avec les scrutins à un tour, c'est la question de la légitimité qui s'est d'ailleurs posée en 2016. Là, il faudra que les partis politiques qui sont allés de façon consensuelle chercher ce retour au scrutin uninominal à un tour, de pouvoir inviter les populations à s'inscrire ou à participer pleinement au processus électoral et à pouvoir exprimer leurs intentions en ce qui concerne le candidat qui aura le meilleur suffrage pour eux, du moins qui mérite leur confiance. Merci. Ensuite, je termine par là. Il n'a pas répondu à ta question. Oui, Mosley. Reprends là. Merci, Mosley. C'était donc Mosley dans la rubrique politique ce matin sur les 104.5. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.